Toulouse au Stade de France avec tous ses meilleurs joueurs, ça ne se savoure qu'une fois par an si Toulouse est en finale. Alors quand ce phénomène se produit dès la 22e journée, cela éveille la curiosité et l'envie, mais aussi l'inquiétude du côté du Stade français. Une crainte qui va se confirmer dès le coup d'envoi. McAllister perce sur 60 mètres, le match est lancé, mais attendez-vous à beaucoup de rebondissements. Lancé Rémi Bonfils. Fond de touche, c'est quand même dévié par Flancard depuis Plisson. Plisson va attaquer la ligne. Sèchement, la libération. La défense toulousaine. Ouais, mais Dupuis, il a vu le trou. Julien Dupuis qui va planter entre les poteaux. Le premier essai de ce match pour le Stade français. 100% de réalisme. Du réalisme, car Dupuis marque sur la première incursion de son équipe dans les 22 mètres de Toulouse. Sur la percée de Julien Dupuis, McAllister se rate en défense. Après avoir dominé les 10 premières minutes, Toulouse est mené 10-0. Dans cette rencontre, pas le temps d'aller chercher une bière ou de faire une pause pipi. Sur le renvoi de l'essai de Dupuis, Flancard est surpris et ne contrôle pas le ballon. Camara sert rapidement Ficou. Avec de la vitesse et des courses dans l'axe, Toulouse fait exploser la défense du Stade français. McAllister se rattrape de sa bévue et marque le premier essai pour Toulouse. Mais les All Blacks se relèvent en grimaçant. Son dos le fait souffrir, il doit sortir. Le score 10-5 pour le Stade français après 11 minutes. Mais une nouvelle fois, Toulouse va revoir ses ambitions à la baisse à cause non pas de Super Dupont, mais de Super Dupuis. L'introduction de Dupuis, c'est une mêlée intéressante offensive pour le Stade français, avec une bonne mêlée parisienne qui avance. Dupuis joue sur le côté fermé, où se trouve c'est Anaïs Elevou, un crochet, il est passé. Le plaquage de Camara, Dupuis qui tente encore sa chance dans le côté. C'est bien joué. Et le deuxième essai du Stade français, aplati par Jules Plisson. Quel match! Tout réussi à Julien Dupuis. Il mobilise 4 défenseurs et décale Jules Plisson pour l'essai. Toulouse doit maintenant rattraper 12 points de retard, mais problème, le Stade français marche sur l'eau. Et ce sera le jeu au pied de Gaël Ficou. Bonneval n'a pas pu. Si, Pas de touche. Il a pu, il n'y a pas de touche, il a pris un risque, il réussit à donner à Degby Yohanné face à Claire et face à Ficou, l'Australien. Plaqué, passe par le sol, la libération pour Dupuis, ceinturé par Poitrenou, il a du mal à transmettre à Naïs Salevou. C'est là, monsieur. Ça joue, ça va vite. Avec Papé pour Bosman. Bosman qui va pouvoir transmettre à Sylvain Nicolas. Nicolas face à Gallard. Nicolas qui accélère. Le soutien de Bosman, c'est bien joué. Avec le Sud-Africain, meilleur Bosman. La solution intérieure, elle est là avec Papé. Papé pour Flancard. Flancard qui élimine le dernier défenseur qui percute l'arbitre et qui marque le troisième essai du Stade français. Au départ de l'action, Hugo Bonneval mord la ligne de touche pour quelques centimètres. Ça fait bien sûr râler Guinoves. Mais pour la beauté de l'essai, on peut pardonner aux arbitres d'avoir laissé jouer cette grande action d'envergure. À la mi-temps, le Stade français mène 27-8. Simon Mannix, entraîneur du Munster, venu espionner Toulouse, a un doute. Cette première mi-temps défensivement n'est pas du niveau des hommes de Guinoves. C'est incroyable d'être aussi laxiste. Donc, je pense qu'à seconde mi-temps, on s'était vraiment concentré. On a demandé à ce qu'on se concentre plus sur le contenu. On n'était plus dans le. On joue pour gagner, on joue pour continuer à produire. Le scénario est le même qu'en première mi-temps. Toulouse, dès la première minute, ouvre une brèche. Le Fidjien, Akapoussi Kera, est repris à 5 mètres de la ligne. Ce qui change, c'est la finition. Toulouse a enfin la baraka. Le jeu rebondit sur la droite et Vermaak plonge dans l'embut. Toulouse marque son deuxième essai et avec 14 points de retard a pour objectif de repartir avec le bonus défensif. Guinoves sent que c'est le bon moment pour faire rentrer des joueurs frais. Et monsieur l'arbitre donne une pénalité que jouent rapidement les Toulousains avec douceur. L'intérieur arbitre Tekori a c'est fait. Et c'est de Youssefa Tekori. Troisième essai de Stade Toulousain qui revient dans le match. Le Stade français tremble. Son avance de 19 points vient de passer à 7. Pour ne rien arranger, Benjamin Makomé sort 10 minutes pour une faute d'anti-jeu. Il reste 1 minute. Le Stade français n'a pas encaissé de points durant son infériorité numérique, mais physiquement, y a laissé des plumes. Océ Aguirre finit dans l'embut. Après d'interminables ralentis pour le Stade français, l'essai est refusé. Mais coup de théâtre. Monsieur Péchambert se rappelle qu'il avait un avantage en cours. Le Stade français n'est pas encore sauvé. L'équipe du Stade français qui essaye de mettre les barbelés, mais Vermaak peut envoyer encore une fois
Kera à l'assaut de la ligne. C'est une balle d'élimination pour le Stade Toulousain. Essai de Montes. Johan Montes, lui l'ancien Parisien, marque l'essai de l'espoir pour faire match nul. Doussin doit encore réussir la transformation. Ça passe, score final 27 partout. Les Toulousains font match nul, impensable car rappelez-vous, ils étaient menés 27-8 à la mi-temps. Aujourd'hui, c'est pas une victoire, on n'est toujours pas qualifié dans les 6, mais au moins c'est un résultat positif pour tout le groupe. Pour le manager du Stade français, Gonzalo Quesada, la pilule est dure à avaler. Il y a des fois des scénarios très positifs comme la première mi-temps et des scénarios où il n'y a rien qui va comme la deuxième. Il faut faire avec, et comme j'ai dit aux joueurs, heureusement il y a une revanche dans une semaine et je crois qu'on peut avoir les destins entre nos mains si on fait les boulots samedi à la maison contre les Racing. Pour le derby à Jean-Bouin, le Racing est prévenu, les paillettes et les feux d'artifice resteront au Stade de France. Oui, Montpellier qui nous a offert quasiment une démonstration. On est en compagnie de Fulgence Ouedraogo qui effectuait son retour aujourd'hui. Fulgence qu'on a extirpé de la Bodega où tous les joueurs montpelliérains sont allés fêter leur qualification pour les demi-finales. Vous êtes en demi-finale, Fulgence. Est-ce que ça veut dire que déjà la saison est réussie ? Oui, pour nous, la saison est réussie. Une qualification en demi-finale directe, c'était inattendu au vu de notre championnat et des difficultés qu'on avait en début de saison. Donc voilà, c'est une belle fin de saison pour nous déjà. Alors on va voir ce qui s'est passé dans ce match face au Racing avec tout d'abord dès la 10e minute un premier essai en faveur des Montpelliérains à la suite de cette action. Le ballon est pour le Racing dans sa moitié de terrain. Le ballon pour Hernandez qui dans un deuxième temps, d'abord les Racingmen qui cherchent à sortir de leur moitié de terrain. Le ballon pour Hernandez qui veut dégager, qui est contré par William Olivier qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre après 10 minutes. Ça fait 7-0 pour les Montpelliérains. Puis 10 à 3 et puis 10 minutes plus tard on va retrouver les Montpelliérains à nouveau à l'attaque dans la moitié de terrain des Racingmen avec là encore un deuxième essai marqué par William Olivier. Première 20 minutes quasi parfaite. Oui, on a senti un peu de tension de notre part, on avait un peu du mal à se libérer et, 2 essais où on a plutôt de la réussite et du coup ça nous met bien dans cette rencontre. Alors on l'a vu, on l'a aperçu là sur cette action, Toulouse qui fait peut-être un en avant. En tout cas l'arbitre va accorder après arbitrage vidéo le deuxième essai de Montpellier qui mène 17 à 3 et puis 17 à 3 en faveur des Montpelliérains dans cette première mi-temps et puis le Racing va tenter de réagir avec une action de la part des Franciliens qui vont se retrouver dans la moitié de terrain des Montpelliérains avec là encore un contre, un ballon récupéré par les Racingmen dans les 22 mètres de Montpellier. C'est une vraie occasion pour les Racingmen qui avaient déjà eu une en tout début de rencontre mais qui n'avaient pas réussi à concrétiser. Les Racingmen là qui vont se montrer dangereux avec ce ballon pour Macheton et puis le ballon qui va être écarté, qui va arriver jusqu'à Ducalcon qui tente un cadrage débordement sur René Ranger, s'il vous plaît. Il a failli passer, malheureusement le ballon lui échappe au tout dernier moment. Vous avez grondé René Ranger pour avoir quasiment s'être fait passer quasiment par un pilier en cadrage débordement. C'était pas à nous de le gronder, mais après, il s'est bien rattrapé, je crois, juste après. Alors on va voir justement ce qui va se passer durant le deuxième acte. À la mi-temps, c'est Montpellier qui mène 23 à 3. Deuxième mi-temps, dès le début de la seconde période, on va retrouver les Racingmen qui vont essayer de réagir, de se rapprocher au score. Mais là encore un ballon tombé, un ballon perdu, poussé au pied par les Montpelliérains. Et René Ranger, justement, qui récupère cette balle in extremis pour aller marquer le troisième essai de Montpellier. Synonyme déjà de bonus offensif pour les Montpelliérains après seulement 42 minutes. Montpellier qui mène 30 à 3 pour la plus grande joie du public montpelliérain. Et puis on est maintenant à la 50e minute de cette rencontre avec un ballon là encore pour les Racingmen. On va essayer de se faire des passes dans la défense de Montpellier et va intervenir François Trinduc qui va réaliser une interception. Elle est marquée un essai de 80 mètres. Alors là encore, vous avez marqué beaucoup d'essais sur contre, sur des interceptions. Alors est-ce qu'on peut vous reprocher de ne pas avoir marqué d'essais aujourd'hui construit face à cette équipe du Racing ? C'est vrai qu'aujourd'hui notre défense a fait le travail, on a su les presser et monter pour récupérer ces ballons. Après ça nous a permis aussi de nous libérer, on a senti beaucoup de tension dans l'équipe, on avait du mal à se trouver, on n'était pas propre sur ce qu'on faisait parce que voilà, il y avait cet enjeu et cette pression qui peut-être nous empêchait de nous libérer et on a su retrouver des ressources sur notre défense et des contres.
Donc ça fait 4 essais à 0 en faveur des Montpelliérains qui mènent alors 37-3. Et puis le Racing va enfin réagir en marquant son seul essai de cette rencontre à la 53e minute avec cette action ici des Racingmen qui ont été brouillons aujourd'hui, qui sont un peu passés à côté de leur match, avec ici Planté qui va trouver le soutien de Roberts, un peu dilettante, qui n'a pas vraiment de niaque, qui a réussi quand même à envoyer Sexton à l'essai, mais il fallait tout pour le Racing. Oui, c'est ce qu'a l'air de dire Laurent Travers. Et puis il y aura un dernier essai en faveur de Montpellier à la 62e minute pour assurer le point de bonus offensif et une victoire au final 44-10 avec une superbe passe là d'Escande qui va trouver Ranger qui va aller marquer ce 5e essai. Puis finalement non, il va donner ce ballon à Thomas Combezou qui lui va marquer ce 5e essai en faveur de Montpellier. C'est quand même dans la continuité de ce que vous faisiez récemment, cette rencontre face à une équipe qui était dans une bonne dynamique aussi. C'est vraiment quand même rassurant pour la suite de cette saison et la phase finale, non? Oui, c'est bien déjà d'être qualifié directement en demi-finale. Après, tout n'a pas été parfait aujourd'hui, on a pu le voir, on s'est vraiment contenté des erreurs du Racing et on a beaucoup joué là-dessus. Je pense qu'en demi-finale, il faut être meilleur qu'aujourd'hui. Alors avant de vous laisser, on va parler de vous. Fulgence, vous êtes rentré à la 55e minute, vous avez pu jouer une petite demi-heure, 25 minutes dans cette rencontre. On vous a vu parler déjà à vos coéquipiers comme si vous étiez à nouveau capitaine. Comment vous êtes senti? Comment vous avez senti les sensations aujourd'hui pour votre retour? Ouais, difficile de rentrer en cours de match, un peu en manque de rythme, mais essayer de suivre ce que faisaient mes coéquipiers sur le terrain. Ils m'ont bien porté, ils m'ont bien aidé. Voilà, ça s'est bien déroulé aujourd'hui. Voilà, Fulgence Ouedraogo et Montpellier qualifiés donc pour les demi-finales. Les Montpelliérains qui sont allés fêter ça, je vous le disais, à la Bodega avec tous leurs supporters à la fin de la rencontre. Ouais, et Philippe, le Racing qui a perdu beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est un match à oublier pour les Racingmen qui sont passés complètement à côté de leur rencontre. En plus, on a quelques inquiétudes par rapport à Marc Andreu qui s'est blessé en seconde période, touché à l'épaule. Alors a priori, ce ne serait qu'une contusion et ça ne serait pas trop grave. Donc on pourrait peut-être le voir d'ici la fin de la saison. Mais toujours est-il qu'ils sont passés complètement à côté du sujet. Et surtout, ils perdent l'occasion de disputer un barrage à domicile. Je vous propose d'écouter la déception de Laurent Labitte à l'issue de cette rencontre au micro de Michel Macurdy. La déception, elle est là, c'est qu'on souhaitait offrir à nos partenaires, à nos supporters, aux joueurs aussi qui vont quitter le club, un dernier match à Colombes cette saison. Et forcément, un barrage à domicile était quelque chose de magnifique. Mais voilà, malheureusement, on a raté notre rendez-vous aujourd'hui. Mais on va vite se remobiliser parce qu'on est quand même en phase finale de ce top 14 très relevé et très difficile. Et voilà, il y a quelques mois, on se serait contenté effectivement déjà de ça. Donc on va essayer de bien se préparer pour aller affronter Toulouse à Toulouse. Le top 14 a pris l'habitude de voir Montpellier et Castres s'affronter en phase finale. Un duel que mènent les Tarnais, 2 victoires à 1. Mais pour la première fois, ses meilleurs ennemis se retrouvent en demi-finale. Castres sort d'un exploit en barrage contre Clermont. Montpellier a lui pu bénéficier d'une semaine de plus pour préparer ce choc. Montpellier, dont le leader Ouedraogo, incertain, est finalement présent sur le banc. La rencontre se lance dès le coup d'envoi avec ce plaquage en l'air de Ranger sur Cabane. Le All Black exclut 10 minutes. En supériorité, Castres trouve des espaces et Thalès envoie une diagonale pour Caballero, le 3e ligne qui commet en avant. Mais Castres bénéficie suite à cette action d'une pénalité. Rory Cocotte ne tarde pas à se mettre en jambe. 3-0 pour le CO. L'indiscipline présente dans les deux camps. Sur un jeu au pied de pression, Nagusa est lui aussi percuté en l'air par Grosso, à son tour exclu temporairement. Montpellier revient alors grâce à Trinduc qui tente et réussit le drop, son 9e de la saison. Castres réagit derrière un bel effort de son pack. Classen voit que Gorgodze ne surveille pas le ras de la mêlée. Le 3e ligne international ramasse et inscrit en force le premier essai du match. Castres compte alors 10 points d'avance, mais Montpellier revient ensuite grâce à ses perce-murailles venues de l'hémisphère sud. Des solutions croisées avec Winon d'Olivier qui fait l'effort de passer les bras, c'est bien fait avec René Ranger. René Ranger, il va y aller tout seul, René Ranger, le voilà, le game breaker, le finisseur, la réponse par le jeu de Montpellier. Jusque-là un peu timoré, les joueurs de Fabien Galtier reviennent dans le match grâce à Ranger qui inscrit cet essai au nez et à la barbe de Dulin et Grosso. Montpellier tout proche de concéder un essai sur la sirène. Castres négocie bien une situation de surnombre. Dulin décale pour Evans, mais l'ailier écossais est repris par le très bon plaquage de Bérard. L'essai logiquement refusé, on en reste à 13-10 à la pause. Castres démarre le deuxième acte comme le premier par une pénalité de Cocotte pour mener de 6 points. Mais le CO va alors baisser le pied physiquement et commettre des fautes. Autant d'occasions données à Trinduc de s'illustrer. L'ouvreur montpelliérain passe 2 pénalités et égalise.
À l'heure de jeu, il donne même pour la première fois du match l'avantage à Montpellier. Mais peu après, Cocotte égalise. Ce match tarde à donner son verdict. On est dos à dos au terme du temps réglementaire. La sirène a retenti. Castres a une balle de match et tente de mettre en bonne position son ouvreur, Rémi Thalès. Il y a tellement de choses à penser, à surveiller. Rémi Thalès la gagne au bout du pied. Le drop tendu, c'est manqué. On en reste donc à 19 partout au terme du temps réglementaire. Place à la prolongation. Il y a du chaos dans l'air. Sur ce très bon service de Classen, la Meura franchit le premier rideau de Montpellier. Le 3/4 centre s'arrache sur plus de 50 mètres. On pense qu'il file à l'essai, mais Nagusa revient de nulle part pour reprendre le joueur du CO. Dans un geste désespéré, la Meura détend le bras. L'essai est refusé pour un en avant du jeune centre au moment où il veut aplatir. On arrive à la fin de la première période des prolongations et comme sur chaque dernière action, Castres se procure une occasion. Et Cocotte qui écarte avec le drop de Seremayaba dans le ciel de Lille, oui. Le CO reprend 3 points d'avance. Il faut à Montpellier inscrire un essai pour éviter les tirs au but. Les partenaires de Nicolas Mas qui obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne castraise, mais la solidarité parle du côté du CO. Le PAC fait l'effort et récupère le ballon. Montpellier a laissé passer sa chance et c'est sur un en avant de Ouedraogo que se clôt cette rencontre incroyable. Succès 22-19 de Castres, toujours en lice pour conserver son titre. Les Castrés qui retrouveront Toulon pour le remake de la précédente finale. Rémi, encore une fois, on parlait d'exploits la semaine dernière à Clermont, on parle d'exploits aujourd'hui encore. Ça ressemble plus à des exploits à force. Je crois qu'à force, on va plus pouvoir se réfugier là derrière. En plus, je pense qu'on loupe quand même 3 belles occasions d'essai. Moi, un drop sur la fin, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le match qu'il fallait pour le remporter, mais c'était vraiment très dur. Après, il n'y avait pas énormément de rythme, mais il y avait beaucoup d'engagement. C'était un match, il ne fallait pas faire de faute. Et voilà, on en ressort vainqueur, on va encore en finale. Et ça va être le remake de la saison dernière. Et voilà, c'est fabuleux. Je remercie aussi notre public, il faut penser à eux. Ils ont fait 28 heures de bus aller-retour pour venir nous soutenir. Et voilà, on les remercie vraiment. Merci Rémi, félicitations. On voit que Castres est bien accrocheur. Ça produit pas beaucoup de jeux, mais bon, c'est efficace. Ils nous ont mis à mal, ils sont restés accrocheurs. Ils ont gardé l'avantage au score pratiquement toute la partie. Et ça nous... On fait quelques petites erreurs et ça nous plonge un peu dans le match. En première mi-temps, on est à 3 points. On se dit que rien n'est fait, qu'on peut passer devant. Dès qu'on accélère, on marque. Mais bon, voilà, on voit qu'aujourd'hui... c'est eux qui gagnent. Merci Pierre. Merci. Oui, vous l'avez dit Isabelle, il fallait pour les Toulousains, pour assurer cette qualification, s'imposer face aux Grenoblois avec le bonus offensif et ils l'ont fait, mais ça n'a pas été aussi facile que le score veut bien le dire dans un stade Ernest Vallon qui était plein aujourd'hui face aux Grenoblois pour le retour de Thierry Dussautoir, de Louis Picamol, de Yannick Nianga, la titularisation à l'ouverture aussi de Luc McAllister, mais c'est vrai qu'un début de match plutôt poussif de la part de vos joueurs, Guy. C'est sûr qu'on a souffert tout le long de la première mi-temps. Au-delà du fait qu'on ait perdu énormément de ballons en concrété directe, notamment en touche, on jouait contre le vent. Donc on était quand même heureux de basculer avec un match, une première mi-temps médiocre, de basculer en menant au score. C'est vrai qu'avec l'appui du vent et une stratégie différente, on a réussi à se détacher en seconde mi-temps. Avec un premier essai inscrit donc par Ossé Aguirre dès la 11e minute, mais un coup dur avec la blessure à la cheville de Maxime Médard. Est-ce que vous avez des nouvelles rapidement de l'arrière international? Écoutez, des nouvelles, on pense qu'il a une grosse entorse. Après, on verra s'il y a des éléments plus compliqués. Ce qui est sûr, c'est que Maxime, Vincent Clerc, blessés aussi, ce sont des gros coups durs qu'il a fallu assumer dans un match où nous avions mis 6 avant pour 2-3 quarts. 7-3 en faveur de Toulouse à la mi-temps. Et puis en deuxième période, le jeu des Toulousains qui continue à se mettre en place. Les joueurs de Grenoble se retrouvent en infériorité numérique. Et là, sur ce contre de 80 mètres, c'est Yano Mermac qui va inscrire le deuxième essai de Toulouse, qui creuse l'écart 12-3 après 50 minutes de jeu. Ça y est, on commence à voir enfin, avec moins d'imprécision, le jeu des Toulousains sur un ballon récupéré sur cette action menée par Kilioni, l'ailier de Grenoble. Le ballon arraché par les Toulousains et derrière le contre assassin conclu par Yano Vermaak. Il manque encore un essai à aller chercher pour inscrire ce bonus offensif. Les Toulousains vont s'y employer rapidement avec, on va le voir, un essai signé de Louis Picamol. Là encore, de l'inquiétude pour Fabrice Landreau. Son équipe est vraiment dépassée, manque de profondeur de banc. Et puis derrière, les Toulousains qui envoient les ballons sur les ailes. La passe au pied magnifique de Luc McAllister et puis le rebond derrière favorable à Louis Picamol. Il fête son retour, le troisième ligne international, et c'est validé à la vidéo. Il n'a pas mis le pied en touche et c'est le bonus offensif. Mission accomplie. À ce moment-là, on joue
à la 57e minute. C'est le moment que vous choisissez pour faire sortir votre capitaine Thierry Dussautoir. On va y revenir. Et puis derrière, les Toulousains, votre équipe qui continue d'accentuer le rythme. Dussautoir, après 50 minutes, qui cède donc sa place sous l'œil de Yannick Bru, qui l'amènera peut-être en Australie avec l'équipe de France au mois de juin prochain. Là encore, une offensive grenobloise et puis une étincelle signée Océaguirre. Je vous laisse commenter l'essai d'Océaguirre. On connaît ses énormes qualités, donc il tente au départ de passer entre deux joueurs, ça s'ouvre et après il est presque inarrêtable parce qu'il a de la puissance, il a de la vitesse. On le voit sur la percussion à la fin. C'est du grand joueur, voilà. C'est un joueur international néo-zélandais. Il a démontré d'ailleurs à chacune de ses sorties, puisque c'est le joueur qui a le plus été utilisé cette saison. Il va vous quitter malheureusement pour repartir au Japon. Alors il y a de l'inquiétude sur le banc grenoblois parce que Grenoble est détaché largement 24 à 3. Et puis sur les autres stades, eh bien, ils ne sont pas à l'abri d'une sensation, d'une surprise d'Oyonnax ou bien de Perpignan. Et puis le festival se poursuit avec encore une fois une initiative prise par Océaguirre. Il attend le soutien à 5 mètres de la ligne de Grenoble et le soutien arrive par l'intermédiaire de Yacouba Camara qui est rentré. Et à la conclusion, c'est Yannou Vermaak, non c'est Yannick Nyanga là qu'on aperçoit, et c'est Vermaak qui finalement va conclure pour s'offrir un doublé. C'est le 5e essai de Toulouse, 31 à 3 à 10 minutes de la fin. Les Grenoblois qui vont sauver l'honneur avec un essai accordé à Alexandre Dardet, le talonneur remplaçant. On revoit ce doublé signé Yannou Vermaak. Et puis à la fin, pour parachever cette œuvre, pour le dernier match de Franck Corillon ici, un essai délié, le dernier pour le triplé d'Océaguirre, 38 à 8. La mission est donc accomplie. Toulouse jouera donc un nouveau barrage. Ce sera face à Montpellier, le remake de la saison passée. Oui, je crois face au Racing Métro. Racing, pardon, oui. Donc le remake de la saison passée. Oui, oui, voilà. Écoutez, je crois que ça a été dit au début. On a une saison qui a été non pas difficile, mais qui a été compliquée à gérer parce que beaucoup de contraintes internationales, beaucoup de blessures et donc et des équipes qui se sont renforcées. Malgré tout, voilà, on se retrouve en phase finale. Je pense que pour tous ceux qui nous aiment vraiment, c'est une très très bonne nouvelle. Pour ceux qui nous ont critiqué lourdement tout au long de la saison, elle est plus mauvaise. 38 à 3 donc pour le Stade Toulousain qui s'impose avec le bonus offensif face au Grenoblois. Coup d'envoi, frappé après la poignée de main entre les coachs par Jonathan Sexton pour le Racing Métro. C'est parti et tout de suite avec autorité, un ballon contrôlé par Louis Picamol. Et un avantage en cours, signalé par M. Garcès. En avant les Racingmen, Vermaak avec une nouvelle charge de Johnston par rapport à Mansour. Mollet va bien en ce début de match. Renversement, Vermaak, Doucet, remise intérieure, c'est bien fait pour Fritz, McAllister, Fritz qui redouble. Les Toulousains qui veulent mettre de rythme dynamique en ce début de match. Vermaak, Camara, le jeune flanquière toulousain. Oh, bien pris, repoussé et renvoyé dans son camp. Monsieur Garcès revient à un avantage et la première pénalité du match est en faveur du Stade Toulousain. Jean-Marc Doucet à la charge de buter dans les rangs toulousains ce soir. Premier ballon qui passe entre les perches et le Stade Toulousain. On voit le score. Toulouse 3, Racing Métro 0. Sexton qui combine avec Roberts. Roberts, feinte de passe, plaqué par McAllister. Test dans ce ruck, le ballon va rester pour les Racingmen. Machno avec Bernard Leroux. Il sera dans l'avion pour l'Australie avec l'équipe de France dans quelques semaines. Machno, Sexton. Sexton expédie Brugno. Beaucoup de chocs frontaux. Et cette fois, la pénalité est en faveur du Racing. Et le buteur irlandais du Racing va égaliser. Toulouse 3, Racing 3. Et avantage encore pour les Racing.
Allez, très bien tapé. C'est bon encore. Et le Racing prend l'avantage au score ici au stade Ernest Vallon. Imhoff. Pour l'instant, une seule vraie victime, c'est Florian Fritz. Philippe, on va savoir quand même s'il a une petite chance ou pas de revenir sur la pelouse, le centre toulousain. Là, il est entre les mains des médecins qui sont en train de recoudre cette blessure impressionnante. Van der Merwe pour le Racing Métro. Machno. On le conteste du sautoir. Il n'est plus sur ses appuis. Non, il est sanctionné. Il est sanctionné parce qu'au départ, il est en position réglementaire et puis ensuite, il perd ses appuis, ce qui amène cette pénalité. Jonathan Sexton, 3 points de plus pour le Racing Métro. Toulouse 3, Racing 9. Toulouse placé pour attaquer sur cette mêlée. Oh, la pression du Racing, il va y avoir une pénalité. Et c'est la première pénalité obtenue sur une poussée en mêlée aussi nette par les Racingmen qui se congratulent. Et ça passe encore, le sang-froid du buteur irlandais qui donne 9 points d'avance au Racing Métro. Toulouse 3, Racing 12. Et il faut qu'ils parviennent à mettre davantage de vitesse, les Toulousains. La remise intérieure de McAllister pour UG plaqué par Macheno. Vermac, même sens pour Doussin. La remise intérieure cette fois pour Yannick Nyanga qui est rentré, qui s'arrache. Yannick Nyanga, premier ballon pour l'international français. Et un Toulouse offensif en ce début de deuxième période. C'est le jeu au pied par-dessus, la petite passe. C'est bien fait avec Océaguirre qui va aller marquer. Et c'est l'homme fort du moment qui laisse sa carte de visite au Racing Métro. Il est sur un choix tactique de Doussin alors qu'on revoit le départ de l'action avec Yannick Nyanga dans ces situations de soutien qui vient franchir le rideau défensif. Et là regardez le coup d'œil, le coup de patte de Doussin. Jamie Roberts qui va être pris sur les jambes par la vivacité et la vitesse de Guir qui marque. Avec la transformation, le Stade Toulousain revient à 2 points du Racing Métro. Montes qui écarte sur Jean-Marc Doussin, fait la croisée avec McAllister, attaque la ligne mais il est plaqué. Libération de qualité encore une fois. Réclame le public, pas l'arbitre avec Picamol maintenant, charge de Picamol, la passe après contact manqué en avant de Steenkamp. Arbitrage et vidéo. Voilà, il va demander la vidéo pour le plaquage le soupçon de plaquage on va dire. Ici, regardez, il va s'engager et il est stoppé par Kruger et Brugno qui le ceinture au niveau, qui le prend au niveau du cou. Cette fois, ça passe. Et le Stade Toulousain reprend l'avantage au score 13-12. Le Racing avait la possession en première mi-temps et il a 75% des ballons sur les 12 minutes de jeu en cette seconde mi-temps en faveur des Toulousains. Une demi-heure au Racing pour réagir. Sexton va lancer Roberts. Avec mésentente, mais pas d'un avant. Ballon sur Chavancy. Oui. Attention, petite explication, Brunio Montes au premier plan et derrière un joueur du Racing au sol. Jonathan Sexton va redonner l'avantage au Racing Métro. Le chassé-croisé commence. C'est Batut et Lourou qui réussissent à bloquer le numéro 8 de Toulouse. Vermac va pouvoir écarter sur Doussin. Doussin va attaquer la ligne. Il est pris au McAllister pour Ficou. Avantage en cours pour le Stade Toulousain. Avec Steenkamp maintenant. Bonne défense du Racing. C'est bon. Mais avantage en cours avec Dussautoir. Thierry Dussautoir joue avec Tolofuar. Nyanga qui part au ras de ce ruck. Doussin en profondeur pour McAllister. McAllister, Poitrenaud, Clément Poitrenaud qui essaie de déborder Crogneux. Mésentente avec UG. Monsieur Garcès va revenir au plaquage haut et à cette nouvelle pénalité. Jean-Marc Doussin, cette fois, ajuste et redonne l'avantage à Toulouse. On n'a jamais manqué le rendez-vous des demi-finales du championnat. La prise de balle
de Cronieux en premier sauteur sur cette touche avec l'enchaînement du ballon porté du Racing avec Kruger qui s'en détache. Kruger pour Machenaud. Machenaud qui joue avec Imhoff. Maintenant le crochet d'Imhoff, il est plaqué par Tolofua. Le Racing dans les 22 du Stade Toulousain. Machenaud avec la percussion de Cronieux, stoppé par Ruger, par du Sautoir. Avantage en cours effectivement pour le Racing. Dans l'axe. Et le servi, le drop de Sexton tendu. Le mec qui dans le poteau. Le poteau, monsieur Garcès va revenir à l'avantage. Il n'avait pas de risque à tenter le drop. La trajectoire est bonne et ça passe entre les perches d'Ernest Vallon. Toulouse 16, Racing 18 du Stade Toulousain dans ce match de barrage. Poitrenaud face à la ligne de défense du Racing qui le presse haut et qui le prend. Vermac pour Doucer. Doucer avec Oseaguirre. Oseaguirre peut-il faire basculer le match? Il est passé Guire, il la affûte, il s'arrache. Il est repris par le plaquage de Phillips. Vermac. Les dernières munitions du Stade Toulousain à moins de 5 minutes de la fin. C'est McAllister, l'interception que tentait Fall. Mais le ballon pour Picamol alors qu'il y a un joueur, je crois que c'est Poitrenaud, qui est au sol, qui est blessé dans le camp toulousain. Pénalité pour le Racing sur ce jeu au sol. Elle est à 40 mètres face au poteau. Jonathan Sexton, ça va penser entre les hautes perches d'Ernest Vallon. Le Stade Toulousain est mené 16 à 21. Encore un dernier ruck, un ballon à bien protéger, c'est fait. Et Mike Phillips va soit dégager lui-même, soit offrir ce ballon à Sexton, à la sirène. C'est fini. Le Racing Métro est en demi-finale. Élimine le Stade Toulousain 21 à 16 et affrontera Toulon à Lille la semaine prochaine. Deux sensations à une, la qualification du Racing et l'élimination pour la première fois depuis 20 ans. Le Stade Toulousain ne sera pas au rendez-vous des demi-finales. Oui, l'année de l'inauguration du nouveau stade Jean-Bouin ne sera pas l'année du retour du Stade français en phase finale du championnat. Donc beaucoup de déception, beaucoup de frustration à la fin du match sur les visages des joueurs parisiens qui ont perdu ce match de 2 petits points. Donc Bonneval, Plisson, tous ces joueurs qui ont manqué aussi au Stade français pendant la période internationale comme Flancard est très très déçu. Bon, l'indiscipline. Il y a d'abord eu ce plaquage à retardement et assez dangereux sur Habana qui n'a coûté qu'une pénalité. Mais ensuite, le Stade français a accumulé pas moins de 3 cartons jaunes. D'abord, c'est Plisson ici qui ne se sort pas assez rapidement de ce plaquage au goût de l'arbitre. Premier carton jaune pour le numéro 10 du Stade français. Dans la foulée, deuxième carton jaune, plaquage haut de Jonathan Danty sur David Smith, absolument incontestable. Et puis alors que Toulon était réduit à 14 avec un carton rouge, c'est Ioane qui, en attrapant acrobatiquement et dangereusement selon l'arbitre, Brian Habana a pris lui aussi un carton jaune. Donc 30 minutes à 14 face à Toulon, impossible dans ces conditions de gagner. Et pourtant les Toulonnais avec leurs approximations avaient longtemps facilité le jeu des Parisiens. Hop, ballon de récupération, Filleul, Bonneval, cette équipe accrocheuse, motivée, a réussi à mener 10 à 3 à la mi-temps. Les Parisiens de Gonzalo Quesada ont pu y croire pendant 70 minutes, puis les pénalités de Michalak, l'indiscipline, le score a été un petit peu creusé et cet essai sur un ballon porté dans les toutes dernières minutes n'a pas empêché la défaite du Stade français 17 à 15. C'était en fait trop tard puisque même un match nul n'aurait pas suffi pour aller chipper la place de qualifier au Castres Olympique. Ce sera donc une 5e année consécutive sans phase finale pour un Stade français qui a passé la quasi-totalité de la saison parmi les 6 premiers et qui en est sorti qu'à quelques longueurs de la fin, d'où la grosse déception de Julien Dupuis au micro de Romain Magellan. Ouais, c'est une déception et comme à l'image de la match de cette saison, quoi, on meurt à 2 points. À 2 points contre Toulon, juste ici on meurt à 2 points, donc ça fait chier parce que je pense qu'on avait les moyens de gagner aujourd'hui. Il y a 2-3 trucs qui n'ont pas été en notre faveur, mais bon voilà. Voilà, on n'est pas en vacances, il nous reste ces 2 matchs à jouer, le match de barrage pour la Coupe d'Europe. C'était un peu l'objectif du club, peut-être de jouer à la H-Cup, donc on va essayer d'accéder par la petite porte.
Bonsoir, avec effectivement Raphaël Ibanez. Et on parlait de cette victoire bonifiée qui pouvait éventuellement emmener les Bordelais dans les marges de Coupe d'Europe. C'était, vous nous l'aviez dit, un rêve, mais il ne fallait surtout pas galvauder ce match. Il fallait déjà gagner. On va voir avec vous, Raphaël, le résumé de ce match. Vous l'avez bien entamé parce que vous marquez tout de suite les premiers points après une minute en prenant une pénalité avec Pierre Bernard. Et puis après cette passe au pied de Bernard pour le premier essai qui sera validé à la vidéo avec un jeune Lonka. Il y avait beaucoup de Français, que des Français même, dans cette ligne de 3/4 au départ. Vous avez pris une bonne entame, même si derrière les Biarros vont prendre les commandes. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment que ce match tournait mal et qu'à l'arrivée la série de 3 défaites que vous aviez connue allait se continuer? Ça aurait pu arriver, en effet. C'est vrai qu'il faut saluer l'esprit entreprenant, joueur des Biarros, qui ont été capables aussi de prendre des risques à certains moments du match. Et je pense que le mérite des joueurs de l'UBB, c'est d'avoir fait preuve aussi de discipline, d'avoir été un peu plus structuré dans la deuxième partie de la rencontre. Ah oui, parce que le premier quart d'heure, en fait, on voit des Biarros qui tentent des choses, qui vont même réussir à marquer un premier essai avec cette longue action, ce ballon contrôlé du pied par Teddy Thomas qui vient aplatir, permettre au Biarros de revenir à 8-7 avec la transformation de Benoît Babi qui jouait à l'ouverture aujourd'hui pour Biarritz. Et on vous voit un petit peu agacé parce qu'ils vont même, les Biarros, parvenir à passer devant à la 21e minute avec un essai de Lesgourg. Tiens, Lesgourg qui jouera avec vous la saison prochaine. Et puis petit à petit quand même cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui a réussi à revenir dans ce match, surtout à mettre la main sur le ballon. On a senti quand même que tout ce que vous aviez montré cette saison était bien installé, à savoir cette capacité à bien porter le ballon, à bien le contrôler, à peser de plus en plus sur la défense adverse et derrière à bénéficier même parfois sur des ballons un petit peu rendus, mais avec une ligne de 3/4 qui fait la différence, comme cet essai de Le Bourris. Vous allez en marquer 3 des essais dans la foulée dans cette première mi-temps. Oui, c'est une très belle fête de terminer ainsi à Chabannes-Delmas avec ce formidable public. Les joueurs avaient à cœur réellement d'être entreprenants, d'être dans l'avancée, et c'est ce qu'on a fait aussi en seconde mi-temps avec des avants qui sont montrés conquérants. Donc ça, c'est un signe très très positif. Voilà, c'est gros état d'esprit. On a vu l'essai de Le Bourris à la 27e minute. 2 minutes après, les avants, vous en parliez, avec Marais qui vient renverser 3 Biarros pour aller aplatir l'essai qui va porter la marque à 25-17 en faveur des Bordelais. Et puis on revoit la Marais qui emporte avec lui la défense de Biarritz. Quelques instants après, sous les yeux de Vincent Etcheto, quasiment la même action avec une pénalité jouée très rapidement par Eni Adams, et ce ballon qui va être récupéré cette fois-ci par Bruce qui vient aplatir pour porter la marque à 32-17. Ça fait à ce moment-là 4 essais à 2. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'est votre discours dans le vestiaire à la mi-temps, il faut penser maintenant au bonus offensif? Je pense que les joueurs l'avaient en tête dès le début de la rencontre, mais c'est vrai que le danger aurait été de trop se précipiter. Il a fallu retrouver un peu plus d'assises en seconde mi-temps, faire des choses simples pour ensuite débloquer les situations. Alors vous en sortez bien parce qu'il y a un essai refusé au Biarros en fin de première période, un refusé à l'entame de la seconde période. On a vu sous les yeux de Dimitri Yachvili, Emmanuel Arinordoki qui avait fait le déplacement même s'il ne jouait pas aujourd'hui. On a vu rentrer Damien Traille qui ne peut pas empêcher ici Eni Adams d'aller marquer enfin ce bonus offensif pour mener 39-20. Bon, la seconde période à partir de ce moment-là était un petit peu plus confuse dans la mesure où les Biarros n'avaient plus rien à gagner. Vous aviez fait ce qu'il fallait avec un bonus qui va être conforté avec l'essai de Fakaté accordé à la vidéo. Et puis dans la foulée, vous allez faire rentrer votre arme fatale, Taleboula, qu'on avait laissé à 13 essais. On va voir les 2 essais marqués par Taleboula. Taleboula, c'est aussi le signe d'une équipe de Bordeaux qui parvient même à sortir des stars. C'est comme ça que vous m'en parliez tout à l'heure avant le début du match. Mais on réfléchit en équipe, ce qui compte pour l'encadrement technique, et pour moi en particulier, c'est faire en sorte que tous les joueurs se donnent sur le terrain sans statut particulier. Matt était un peu dedans depuis quelques matchs, et il a eu une très très belle réponse avec 2 essais en fin de match dont il a le secret, et ça c'est aussi très bon pour la suite. Oui, le management de Raphaël Ibanez qui a un petit peu piqué son ailier fidjien, et on vous laisse pour le plaisir le dernier essai, le 8e essai marqué par les Girondins avec la passe au pied. Et regardez Taleboula, on pense que le ballon va sortir et qu'il plonge au dernier moment à la 80e minute, un essai qui sera accordé à la vidéo pour une victoire finale 54-20 ici à Chabannes-Delmas. C'était aussi l'opportunité de montrer que les délocalisations, mais ce ne sont pas des délocalisations, c'est quasiment maintenant votre maison Chabannes-Delmas, ça va continuer, ça fonctionne très très bien. Il y avait 30 000 spectateurs aujourd'hui. Exceptionnel, cette ambiance, elle est magique pour les joueurs, ça leur permet de se transcender. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, dès le premier match,
Je leur ai demandé d'être à fond et ensuite, à partir du mois de janvier, si on avait une petite chance modeste de bousculer la hiérarchie, d'accélérer. Alors vous imaginez, on ne les a pas ménagés les types. Donc ce soir, ils méritaient vraiment de prendre du plaisir. Ils ont pris du plaisir, ils ont fait du plaisir au public. Dernière question. Finalement, même si vous êtes 8e, c'est une belle saison pour l'Union Bègles-Bordeaux? Il faut être digne. Je crois qu'on peut être. Les joueurs peuvent être fiers aussi de leur parcours. Ils ont beaucoup donné, ils ont été très courageux tout au long de la saison, avec leurs moyens, avec une sorte de charge de travail assez énorme. Donc moi je veux les saluer, les féliciter. Et puis c'est vrai que j'aime pas ce qui est vraiment écrit d'avance, mais forcément on le voit. Il y a une certaine logique aussi dans le classement. Voilà. Est-ce qu'on est réellement à notre niveau? Je sais pas, ça repart à zéro la saison prochaine, mais en même temps, on a acquis beaucoup d'expérience et les joueurs ont été extraordinaires. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis maintenant, il y a les vacances. C'est parti pour les demi-finales de ce top 14 qui nous tient en haleine depuis plusieurs mois. Wilkinson. Il est bien tapé. Il y aura la pression sur Hernandez qui monte bien au ballon, mais aussitôt attendu par Delon Armitage. Le ballon n'est pas sorti en touche. Attention à ce ballon qui traîne, qui va être récupéré par un dribbling de Bryan Habana qui ne le contrôle pas. Sauvetage in extremis. Non, c'est pas terminé. Matt Guiteau qui arrive, qui marque. Matt Guiteau qui a détendu le bras pour aplatir. Est-ce le premier essai de cette demi-finale qui serait d'une certaine manière ce que l'on appelle un essai casquette? Sur une chandelle qui est captée, regardez la bonne pression de Armitage sur Juan Martín Hernandez, le ballon qui est relâché dans un second temps, Habana qui traîne, qui parvient à taper dans ce ballon, qui reste sur le terrain. Regardez l'arbitre de touche qui tend son drapeau pour signaler la faute et l'avantage qui est laissé, et Guiteau qui marque. On la voit là, le coup d'épaule est assez net, il empêche Habana de venir jouer ce ballon. Matt Guiteau, la bonne nouvelle pour les Français, c'est qu'il n'est plus sélectionné en équipe d'Australie, donc il ne les ennuiera pas au mois de juin lors de cette tournée. Coup de pied très tendu qui va passer impeccablement entre les poteaux. Contré ce coup de pied. Va-t-il revenir dans des mains du Racing? On a un petit peu bousculé sans le ballon et c'est Leroux, Bernard Leroux qui est agrippé par Smith. Machenou avec Crogneux qui essaye de se lancer, mais il est refoulé par Fernandez Lobé. Grosse intensité dans les zones d'enfrontement en ce début de demi-finale. Et faute. L'entrée sur le côté des Toulonnais qui va offrir à Sexton une pénalité. Il en a passé 4 de plus de 40 mètres à Toulouse. Et cette première pénalité va aussi passer entre les perches. C'est important moralement pour les Racingmen qui réduisent le score. Toulon 7, Racing 3. Chandelle montée par Jonathan Sexton. Habana monte au ballon, ne le contrôle pas, commet même un en avant. Lacombe se jette sur cette balle qui est donc pour le Racing Métro. On approche de la demi-heure de jeu ici à Lille. 7-3 pour Toulon. Roberts à l'origine de ce point de fixation. Sexton maintenant pour Chavancy. Chavancy qui va aller attaquer la ligne mais qui se heurte à Johnny Wilkinson. Mêlée ouverte, renversement de Machenou. Sexton pour lancer Bernard Leroux qui échappe à un plaquage, qui avance, qui rentre dans les 22 de Toulon mais qui perd le ballon. Il était joué au sol, gratté au sol ce ballon. Ce sera une pénalité largement dans les cordes de Jonathan Sexton. On est au sol. 32e minute, récit puissant. Sexton réduit le score. Toulon 7, Racing Métro 6. Bonne séquence dans cette première période. Wilkinson dans cette deuxième mi-temps. Bata, la passe à genoux de Botta pour Bastaro. Le raffut de Bastaro qui est repris par Planté. Nouvelle occasion d'essai pour les Toulonnais à 10 mètres de l'embut du Racing Métro. Le ballon qui ne sort pas vite de Sereux, qui est pénalisé. Il n'a pas joué au bon endroit. Le joueur du Racing, non, il n'aura pas essayé de bon d'abord parce que vous avez vu que l'arbitre avait sifflé et partait vers l'endroit de la faute. Ouais, c'est bien tapé. C'est très bien tapé et ça va passer entre les perches pour donner 4 points d'avance aux Toulonnais. Toulon 10, Racing Métro 6. Les avants toulonnais qui pilonnent avec Ali Williams maintenant. Stoppé par Ducalcon mais qui avance quand même. Wilco dans l'axe toujours pour le drop. Pour l'instant ce sont les avants de Toulon qui confisquent ce ballon. Qui essayent de mastiquer, comme aime à le dire leur entraîneur Jacques Delmas. Ali Williams, lui aussi revenu de blessure il y a quelques semaines.
Il tombe à pic. Les durs du pack de Toulon. Williams, Botta. Wilkinson a pris de la profondeur. Vous le voyez auprès de la ligne des 40 mètres. C'est encore un petit peu loin. Fernandez Lobé baisse la tête et fonce et avance. Rentre dans les 22 mètres du Racing. Pénalité pour les Toulonnais. Ça passe. Toulon 13, Racing 6. Bernard Laporte satisfait. Toulon finit fort. Claessens. Claessens avec Ali Williams maintenant. Ali Williams ceinturé par Van der Merwe. Claessens. Fernandez Lobé conserve ce ballon. Il est plaqué par Estebanez. Claessens maintenant qui peut écarter avec cette percussion de Stéphane Armitage qui s'arrache. Il est repris par Leroux. Toulon joue en avançant. Claessens écarte. Wilkinson, Bastaro maintenant, Mathieu Bastaro qui est pris aux chevilles par Chavancy. Bon plaquage d'Henri Chavancy sur Mathieu Bastaro. Claessens, Williams pris par la montée rapide de Bernard Leroux. Longue séquence des Toulonnais, pas de position de drop pour l'instant, peut-être Guito. Wilkinson ici place sur son pied droit, Johnny Wilkinson et ça passe. Le réflexe du grand buteur Johnny Wilkinson qui vient de donner 10 points d'avance à Toulon à 8 minutes de la fin de cette demi-finale. C'était presque écrit, hein. On connaît la volonté, la méthode Johnny Wilkinson qui souvent quand son équipe allait à 5-7 points d'avance veut enfoncer le clou et il en a profité évidemment dans un trou de souris presque malgré la pression. On revoit le lancement de jeu ici avec la remise intérieure. Il l'avait cherché plusieurs fois durant le match. Drew Mitchell, là il le trouve bien. L'avancée qui se fait. Et ici, l'occasion trop belle pour la laisser passer. Johnny Wilkinson qui met les 3 points. Wilkinson en touche. Et Toulon est le premier qualifié pour la finale du championnat. Victoire 16-6. Cette saison, les Toulonnais vont disputer et la finale de la Coupe d'Europe et la finale du championnat. Juste à dire, chapeau.